Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau journal. Voici les titres de ce jeudi 18 septembre. La Vendée est en ce moment présente au Grand Pavois à La Rochelle. L'occasion pour les fabricants vendéens d'exposer leurs plus beaux modèles durant ce salon international du nautisme. 4e jour de procès pour le dossier Xynthia. Aujourd'hui, les victimes sont revenues sur cette nuit qu'ils ont vécue en février 2010. Une nuit qui résonne d'autant plus ce jeudi après ces morts retrouvées dans l'Hérault suite aux inondations. Enfin, plus légèrement, rencontre à la fin de ce journal avec un Vendéen d'ailleurs, de l'Afrique à l'Asie. Jérôme Alfonsi forme les jeunes des pays défavorisés au rugby. Ce Vendéen originaire de La Roche-sur-Yon a même créé une équipe nationale au Kenya. Le monde du nautisme est réuni à La Rochelle, au Grand Pavois. Jusqu'à lundi prochain, le salon international accueille professionnels et grand public. Évidemment, la Vendée y est largement représentée, notamment dans le secteur du luxe. Pierre Dalicieux s'est rendu sur place. Vous n'êtes pas dans une chambre d'hôtel, mais bien à bord d'un catamaran, où navigation et luxe font plutôt bon ménage. Ce modèle de chez Lagoon n'est pas le seul petit bijou sur le salon. Privilège Marine est également vendéen et ce représentant du luxe sur l'eau porte plutôt bien son nom. La majorité de nos propriétaires sont des particuliers qui souhaitent voyager au long cours, donc qui recherchent bien sûr la performance, mais aussi le confort et le luxe. Ça coûte combien un bateau comme ça? Alors là, on est aux environs d'1 million d'euros hors taxe. Et oui, car naviguer dans des conditions exceptionnelles a un prix. Il faut dire qu'ici tout est pensé pour le confort des propriétaires, à commencer par la maîtresse des lieux. La petite astuce pour madame, donc coiffeuse, qui peut se transformer en bureau. Et puis avec les petits tiroirs pour les petits bijoux. En général, c'est bien apprécié. Comme à la maison. Comme à la maison. Un peu plus loin, autre ambiance, fini la voile, place aux chevaux. Ici aussi, le luxe fait partie intégrante de ce bateau à moteur, dont le nom Monte Carlo a aussi là toute sa place. Moquette au sol, cabine feutrée, bref, tout est là pour faire rêver. Pour le plaisir des yeux, pas accessible à nous, mais je pense que ça doit être un grand plaisir de naviguer sur ces bateaux. Ouais. Je n'aurais jamais ça, c'est pas dans mes budgets. Mais ça pourrait être sympa, si je connaissais quelqu'un qui en avait un, de faire une virée en mer, ça c'est sûr. À bon entendeur donc, mais là aussi, cette personne aura mis le prix, l'équivalent de 3 maisons de moyenne à La Roche-sur-Yon par exemple. On ouvre notre dossier Xynthia. Le procès a débuté depuis lundi au Sables-d'Olonne. Et pour ce 4e jour, ce sont les victimes qui ont été appelées à la barre pour raconter leur nuit de février 2010. On retrouve Caroline sur place. Oui Edwige, depuis hier, c'est un petit peu le moment que tout le monde redoutait, l'audition des parties civiles. Ceux qui ont vécu la tempête, qui y ont perdu un proche, viennent raconter avec leurs propres mots à la barre cette nuit du drame. Des sanglots dans la voix, des silences qui en disent long, des mots d'enfants aussi parfois, comme cette fillette de 3 ans en 2010 qui a dit « La mère a fait pipi dans la maison », comme le rapporte son grand-père hier à la barre. En tout cas, ce qui est sûr pour tous parlent d'une véritable nuit de l'horreur, une nuit dont ils se demandent encore parfois comment ils en sont sortis vivants. Alors je vous propose de les écouter justement, ces victimes, car le Laboureux a pu rencontrer 2 familles en parallèle de l'audience. Depuis lundi, Nadette et Michel assistent quotidiennement aux audiences. Comme toutes les parties civiles, le couple de sinistrés veut des réponses, même si pour cela il faut revivre Xynthia. J'ai rêvé cette nuit des choses qui ne m'étaient pas arrivées depuis très longtemps. Je me suis réveillée en sursaut, j'entendais de l'eau couler. Et tout de suite, je me suis levée, j'ai dit, mais il y a de l'eau, il y a de l'eau. Je me suis levée, bon, bien sûr, sitôt que j'ai eu les pieds par terre et que je me suis dit non. Mais vraiment, j'étais... 4 ans et demi se sont écoulés, mais le procès fait remonter de douloureux souvenirs. Alors pour se ressourcer, entre 2 audiences, Michel et Nadette s'évadent, le temps de quelques pas sur le remblai. Le couple sait que le procès sera éprouvant, mais il tient à être présent jusqu'au bout. Moi, je veux venir tous les jours pour ne pas louper un seul moment dans la mesure de mes possibilités, pour ne pas louper un seul moment du procès, pour pouvoir éventuellement en parler d'après ce que je ressens plus tard, et en plus savoir tout ce qui va se dire. Nadette et Michel ont été auditionnés cet après-midi. Christian et Mireille le seront la semaine prochaine et eux aussi sont bien décidés à témoigner. Je viendrai témoigner, oui. Après, je ne sais pas comment on me récupérera, mais je sais que je vais venir, oui. Pour moi, Xynthia, c'est l'épreuve de trop, il faut que je le dise.
Raconter cette terrible nuit de février 2010 et se serrer les coudes entre rescapés, c'est pour cela que les sinistrés dépassent la peur de la barre, mais aussi pour rendre hommage aux disparus. On n'a pas de connaissances particulières d'amis proches que l'on a perdus. Mais bon, aujourd'hui, on peut dire que c'est des amis, quoi. C'est là la famille, on s'est fait des amis parmi les gens qui avaient perdu un proche, oui. Et pour assister tous les jours au procès, Christian, Mireille et leur fils séjournent sur place, dans leur camping-car. Quotidiennement, ils assistent aux 8 à 9 heures d'audience. Alors ce qu'il faut aussi souligner, Edwige, c'est cette envie de partager une incompréhension, celle de ne pas avoir été prévenus des dangers qui pesaient sur leur lotissement, même si beaucoup des victimes qu'on entend depuis hier après-midi se posaient déjà des questions bien avant 2010. Le maire d'alors, René Maratier, a commencé à répondre brièvement, mais ce n'est que le début. Son audition officielle est prévue dans un peu plus d'une semaine. Merci Caroline, on vous retrouve demain pour le dernier jour de procès pour cette semaine. Comme chaque jour, on fait un point sur la grève des pilotes d'Air France. Celle-ci dure depuis lundi et se poursuivra au moins jusqu'en début de semaine prochaine. Ce vendredi, 45% des vols seront tout de même assurés, notamment à l'aéroport de Nantes. On revient un instant sur l'inquiétude des professions réglementées depuis le début de la semaine. Les huissiers d'abord et les notaires ensuite sont descendus dans la rue. Ils contestent le projet de réforme prévu par le gouvernement. Un projet qui entend notamment libéraliser le secteur et donc baisser les coûts. Après l'intervention du ministre de l'économie, l'Union nationale des professions libérales salue la volonté d'apaisement, mais reste sur ses positions. S'il y a un système qui fonctionne encore à peu près correctement dans le pays, c'est bien celui-ci, c'est-à-dire des professionnels libéraux qui sont responsables à la fois de leurs prescriptions, de ce qu'ils font, de leur personnel, et qui sont réglementés justement pour éviter une concurrence qui soit trop compliquée. Le problème du gouvernement aujourd'hui, il n'est pas capable de remplir les poches des pauvres, alors il va aller prendre dans les poches de ceux qui s'en sortent un petit peu mieux. L'UNAPL appelle d'ailleurs à la mobilisation le 30 septembre prochain. Pharmaciens, dentistes ou encore infirmiers devraient donc rejoindre les huissiers et les notaires déjà dans les rues en début de semaine. Ces quelques images à présent de la commémoration du 70e anniversaire de la libération de La Roche-sur-Yon. Mercredi, élus et porte-drapeaux ont rendu hommage à tous ces hommes qui se sont battus pour libérer la ville en septembre 1944. Évidemment, c'est en mémoire de tous ceux qui se sont battus pour libérer notre pays, qui se sont battus pour libérer La Roche-sur-Yon, qui se sont même sacrifiés. Et grâce à eux aujourd'hui, on a une grande liberté de parole, de travail et d'action. Et puis précisons que c'est également le 70e anniversaire de la libération de la Vendée. Une cérémonie de commémoration se déroulera d'ailleurs le samedi 4 octobre à la Chapelle aux Lys. Vous le savez, avec les grandes surfaces, vous pouvez faire vos courses grâce à Internet. Eh bien, la commune d'Esnay surfe sur la tendance. Le projet a été présenté hier. Alors concrètement, une partie des commerçants, des artisans, des professions libérales et des industriels seront répertoriés sur un seul et même site. Le client pourra alors, par exemple, commander en même temps sa viande et son pain. La commande sera ensuite livrée chez lui ou sur son lieu de travail. Mais la réservation pour un restaurant ou même le devis d'un maçon seront également possibles. Une solution innovante pour tenter de promouvoir les commerces de proximité. C'est quand il y a la crise économique qu'on sent le besoin de se serrer les coudes. C'est quand il y a la crise économique qu'on est tenu d'innover, ne serait-ce que pour continuer d'exister. Eh bien, c'est exactement ça que nous faisons. Nous avons conscience de cette crise économique, mais nous avons par-dessus tout confiance dans le commerce de proximité. Nous sommes persuadés qu'il doit continuer d'exister. Nous sommes convaincus qu'il a sa place dans l'évolution. On le voit déjà, il y a des magasins de centre-ville, autrefois désertés, qui recommencent à vivre. Et le site internet d'Esnay sera en ligne à partir de mars 2015. On va s'intéresser à présent à la situation des sauniers, car cette année, les professionnels du sel ont connu le pire scénario, un été pluvieux et orageux. Conséquence, les récoltes sont amoindries. Reportage à la coopérative de sel de Noirmoutier avec Guillaume Lefort.
À plus de 70 ans, Gilbert a profité de sa retraite il y a 20 ans pour reprendre le marais de ses parents. Ce matin, c'est le Caulois. Gilbert fait peser la récolte de la saison, moins bonne que l'année dernière. C'était assez difficile. Là, jusqu'au mois de juillet, on a fait un petit peu de sel. Le mois d'août, très très moyen, vu les conditions météo. Gilbert n'a pu tirer que 25 tonnes de sel cette année contre 75 habituellement, mais il s'en sort plutôt bien comparé à d'autres. Dans mon marais, moi j'ai fait 8 tonnes. 8 tonnes 500, que d'habitude ça varie entre 30, 40, voire plus même. C'est une très très mauvaise année, ça fait partie des plus mauvaises années depuis X temps parce qu'on n'a pratiquement rien fait, on a eu beaucoup d'orages. Une fois pesé, le sel part à la coopérative de Noirmoutier. Seules 310 tonnes ont été récoltées cette année, un chiffre décevant par rapport aux 1800 tonnes de l'année dernière. 1800 tonnes, c'est notre moyenne de production. L'année dernière, c'est une année moyenne, donc une bonne année. C'est-à-dire quand on considère moyen, ça veut dire que c'est la moyenne faite sur les mauvaises et bonnes années. Donc 1800 tonnes, c'est une production moyenne. Donc l'année dernière, on était en production moyenne, on avait bien rattrapé parce que l'été avait été beau. Le soleil du mois de septembre n'aura pas permis d'améliorer la production. L'eau de pluie du mois d'août s'étant mélangée à l'eau salée. Si on a 2 ou 3 cm, c'est déjà beaucoup. Alors, ce qui se passe, c'est que l'eau se mélange, l'eau douce se mélange avec l'eau salée et c'est beaucoup plus long à s'évaporer. Pour autant, la mauvaise récolte de cette année n'est pas une catastrophe grâce au stock des années précédentes. Donc là, comme 2009-2013 sont des bonnes années à suivre, en fleurs, on est quasiment à 4 ans d'avant de stock, donc tout va bien. Et puis en sel, on est à plus de 3 ans, donc on va dire tout va bien en réalité. Le sel récolté cette année restera au sec pendant au moins 1 an avant de se retrouver dans nos assiettes. Si vous avez un vélo dont vous ne vous servez plus ou si vous cherchez un 2 roues, cette information pourrait vous intéresser. Une bourse au vélo est en effet organisée samedi au Bourg-sous-la-Roche. Avant ça, l'heure est au dépôt pour les particuliers. Reportage d'Alexis Raison, regardez. 90 négociable, je pense. Pour Gérard, ce sera au final 90 €. Comme lui, ils sont des dizaines à vouloir se séparer d'un vélo trop petit, trop ancien ou qu'ils n'utilisent plus. C'est également le cas de René-Yves, cyclotouriste lyonnais. Comme j'ai acheté un vélo en début d'année, je me retrouvais avec celui-là qui était dans le grenier. Je l'aurais donné autrement, mais bon, on a fixé un petit prix, quoi. Je le vends 75 €. Ces roues valent à elles seules 400 €. Alors le vélo de René-Yves sera à coup sûr une des bonnes affaires de ce samedi. Mais pour lui, comme pour Alexandre, compétiteur dans l'âme, il y a forcément un pincement au cœur. C'est spécial parce que c'est quand même un vélo que j'ai utilisé depuis 4 ans, donc voilà, on y est habitué. De 10 € pour les plus petits à 2000 € pour une machine de course, on trouve de tout à la bourse au vélo. VTT, vélo vintage, électrique ou même des pièces détachées. De quoi satisfaire tout le monde lors de la vente. Il peut y avoir des gens qui font de la compétition, comme des gens qui cherchent un vélo pour se déplacer en ville. On a aussi beaucoup des parents qui viennent pour les enfants. Comme les enfants grandissent vite, il faut changer de vélo régulièrement. L'opération s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité. Centre Vélo, qui est une section du club de cyclisme de La Roche-sur-Yon, se donne justement pour mission d'éduquer le grand public aux 2 roues. Et vous avez jusqu'à demain, vendredi, pour déposer vos vélos. Une permanence est ouverte de 17h à 19h à la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche. Un mot de foot pour découvrir le tirage de la Coupe de France. Et pour ce 4e tour, on compte 4 derbys vendéens le week-end du 27 au 28 septembre. La Châtaigneraie recevra Challans. Les 2 clubs évoluent en DH. Le Château d'Olonne, quant à lui, se rendra à la Chaise-le-Vicomte. Mouchamp jouera contre Rochetrejou. Et les Luc-sur-Boulogne rencontreront Saint-Jean-de-Mont. Au terme des matchs, la logique veut donc que 4 équipes vendéennes restent encore dans la compétition. Et puis, lors de ce 4e tour, les équipes de CFA entrent dans la Coupe de France. Et bonne nouvelle pour les Herbiers et Fontenay-le-Comte. Les 2 affronteront des équipes de division inférieure. Mais attention, car en coupe, rien n'est joué d'avance. Un mot de cyclisme pour vous dire que Thomas Voeckler est de retour. Il a en effet repris la compétition dimanche dernier lors du Tour du Doubs. Et samedi, il participera à une course en Belgique. Pourtant, il y a 1 mois, il se cassait la clavicule suite à un accident avec une voiture. C'est donc un retour rapide pour le coureur du Team Europcar. Mais c'est ce qu'il souhaitait, comme il explique ce jeudi soir sur le plateau de la grande émission.
J'avais pas envie d'attendre février 2015 et la reprise de la saison prochaine pour reprendre à courir. J'avais envie, comme c'est le cas là, de refaire quelques courses, même si les ambitions sont quand même modérées parce que c'est très compliqué de se remettre en jambes voilà, pour avoir un niveau pour influer sur les courses. Un mois d'arrêt, voilà, c'est énorme. C'est énorme, il faut 3-4 mois. Quoi. Mais au moins, je vais recourir, je vais remettre un dossard. Et à la mi-octobre, à la fin de saison, après Paris Tour, je pourrai vraiment dans ma tête tourner la page de 2014 et surtout ne pas arrêter sur une chute. Quoi. Pour moi, c'est capital. Et, bien sûr. Pour le moral. Et pour le moral et pour aborder 2015 avec un bon mental et une vraie coupure hivernale avec un vrai travail foncier pour reprendre dans de bonnes dispositions l'année prochaine. Quoi. Et ajoutons que Thomas Voeckler participera au Tour de Vendée le 5 octobre prochain. On va terminer ce journal avec l'histoire de ce Vendéen d'ailleurs. Un Vendéen qui réussit à transmettre sa passion pour le rugby partout où il passe. Jérôme Alfonsi est né à La Roche-sur-Yon, même si vous l'aurez entendu, ce Lyonnais a des origines corses. À 25 ans, il part au Congo, où il rencontre sa femme. Il rejoint ensuite le Kenya et vit en ce moment au Cambodge. Et partout, le rugby est donc présent. Alors quand le ballon ovale se joue sur tous les terrains, c'est un portrait signé Delphine Ledu. C'est dans la maison de ses parents, à La Roche-sur-Yon, que Jérôme Alfonsi vient une fois par an passer ses vacances. Des bancs du lycée Pierre Mendès France, au Cambodge, jamais ce Lyonnais d'origine n'aurait pensé enseigner le rugby dans le monde. Je ne savais pas que ça allait bifurquer sur le rugby, même si j'avais beaucoup d'intérêt pour cette pratique, et que j'allais travailler dans les lycées français à l'étranger. Moi, j'ai toujours été assez sociable comme garçon, et j'ai de bonnes capacités d'adaptation. Donc ces qualités-là m'ont permis de partir. Puis j'ai toujours eu envie de voyager, alors voyager en plus à travers son travail, donc c'est une chance. En 2005, au Congo, en parallèle de son travail, il crée la Fédération nationale. 4 ans plus tard, au Kenya, il met en place 2 équipes nationales jeunes et ouvre une école de rugby. Depuis 2013, il a posé ses valises dans la capitale cambodgienne et apprend la technique du ballon ovale aux enfants défavorisés. Il entraîne également l'équipe nationale. Le fait d'aller sur le terrain et enseigner aux gamins, c'est un plaisir. Je veux dire, à aucun moment je regarde ma montre ou quoi que ce soit, on ne compte pas ses heures. Je vous l'ai dit déjà, c'est un bonheur. Puis après, voir en plus dans certains pays la concrétisation de ce travail-là pour ramener ces jeunes dans des équipes nationales, amener sur des tournois au Cambodge, là, quand on a amené l'équipe au Brunei, jouer contre le Brunei ou la Mongolie, on a fait des tournois en Thaïlande. Donc c'est des gamins qui n'avaient pas de passeport à la base, donc qui avaient à peine de carte d'identité. À 12 000 km du Cambodge, Geneviève Alfonsi, sa maman, porte un regard admiratif sur le parcours de son fils. On est fiers de son parcours parce qu'on ne pensait pas qu'il allait partir à l'étranger. Et il ne se contente pas d'être prof de PS, il développe des actions vis-à-vis des jeunes. L'équipe de Jérôme progresse à grands pas et partira prochainement disputer des tournois à Hong Kong. Objectif pour l'expatrié, continuer de développer le rugby en Asie. Et justement, pour pouvoir continuer à développer le rugby en Asie, l'association de ce Vendéen a besoin de dons, notamment de maillots, de chaussures ou encore de shorts pour les enfants. N'hésitez donc pas à contacter Jérôme Alfonsi à l'adresse internet qui s'affiche. Et comme chaque jour, on jette un œil du côté du ciel et ce vendredi devrait être encore lourd. Une nouvelle fois, des averses et des orages sont annoncés, mais les températures resteront encore au-dessus des normales de saison. Pour plus d'informations, vous avez rendez-vous tout de suite avec Armelle Pavageau pour la météo complète. Et puis notez que TV Vendée vous propose ensuite l'agenda sportif et l'agenda culturel du week-end. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai évidemment le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.